dès 1985, mais renforcé en 2005, les comités de massif qui représentent les forces vives, qui organisent les forces vives de la montagne et dans lesquelles les régions jouent un rôle prépondérant. Ces comités de massif, qui sont sur tous les massifs de montagne, ont pour objet, entre autres, de préparer des schémas de massifs, c'est-à-dire des documents stratégiques d'orientation qui mettent en scène, qui mettent en évidence les enjeux du territoire à moyen terme. Ils sont aussi le cadre, et ça c'est important et pas anodin, sur lequel s'appuient les conventions interrégionales de massifs qui abondent nos propres politiques d'argent de l'État ou les programmes opérationnels de massifs interrégionaux qui les abondent de crédits européens. Sur la génération qui s'achève, 2007-2013, cet abondement par les fonds européens n'a pas été négligeable sur le massif des Alpes, puisqu'il s'est situé à la hauteur de 34,9 millions d'euros et qu'il a servi particulièrement sur notre massif à abonder nos propres politiques, par exemple sur les contrats de stations durables, sur la diversification des stations de ski. Le schéma de massif, c'est donc un document d'orientation à moyen terme. Sa relecture, conduite en 2011 et 2012, a considérablement amélioré la version initiale que nous avions eu à voter en 2006. Surtout, et c'est important pour la montagne parce que ça a été longtemps masqué, ce schéma prend en compte très clairement les enjeux qui se posent aujourd'hui au territoire de montagne, en particulier le changement climatique, la raréfaction des ressources, et notamment de la ressource en eau, la préservation de la biodiversité, la gestion réelle du foncier, comme de la diversification des activités dans un cadre que nous savons tous contraint de revisite des politiques et d'argent contraint. On y traite donc de tous les thèmes relatifs à la montagne et à la vie qui s'y développe. L'économie, le tourisme, l'agriculture, la forêt, les transports, les services à la population, le haut débit, etc. Quelques zooms importants. Sur la question des ressources naturelles et de l'environnement, le schéma insiste sur la nécessité d'associer l'ensemble des acteurs institutionnels, socio-professionnels dans la gestion des risques naturels. Un chapitre entier est consacré au foncier en lien avec notre propre stratégie régionale. Une référence appuyée y est faite aux zones de tranquillité, à des zones que l'on choisirait de ne pas aménager, et ça c'est en lien avec la Convention alpine, ce traité cadre international ratifié par l'ensemble des pays alpins pour protéger les Alpes et les développer harmonieusement. Il fait aussi référence à la protection des eaux vives, y compris dans le cadre des aménagements hydrauliques. Il réaffirme la nécessité d'encadrer les pratiques des loisirs motorisés dans les espaces naturels. Et puis, il salue le rôle des parcs nationaux dans leur mission de sauvegarde des patrimoines naturels et culturels exceptionnels, et ça n'est pas anodin dans le contexte actuel autour de la charte de la Vanoise. Sur la question de l'économie touristique, le schéma tente de concilier confortation et diversification des activités touristiques. Ce fut un chapitre, vous l'imaginez bien, très disputé. Surtout, il appelle une évolution du modèle économique touristique trop monolithique et à traiter de l'allongement des saisons, du renouvellement des publics, jeunes, familles aux revenus modestes, ou de la question des lits froids. Dans ce chapitre, un parti d'aménagement clair est affirmé quant à la nécessité de conduire le développement des stations de sport d'hiver dans les limites de l'enveloppe foncière déjà aménagée. Il souligne aussi, ce schéma, la prise en compte nécessaire sur les territoires du réseau des PME, TPE, mais aussi de l'économie sociale et solidaire et de l'économie résidentielle. Je voudrais faire un zoom aussi sur le chapitre des transports et déplacements qui donnera, je pense, lieu à quelques débats. Je voudrais dire que ce schéma insiste très fortement sur la desserte fine des territoires en transport collectif, sur la nécessité de gouvernance multiniveau pour assembler les chaînes de transport et qu'il appelle à un recours au fret ferroviaire, notamment à travers les préconisations sur la régulation du trafic poids lourd et l'organisation de bourses de transit à travers les Alpes. Enfin, et j'arrêterai là mon énumération, il souligne le rôle éminent des territoires de projet, nos CDRA,
et le rôle particulièrement attendu des parcs naturels régionaux en termes d'innovation et d'ingénierie de projet. L'ingénierie d'accompagnement, d'ailleurs, est une donnée fondamentale soulignée par tous les acteurs. Surtout, le schéma inscrit les Alpes françaises dans leur environnement transfrontalier et européen, qui nous relie évidemment avec la réflexion conduite par Rhône-Alpes, par le biais de Bernard Soulages, sur une stratégie macro-régionale Alpes, transnationale et régionale, associant les régions alpines susceptibles de travailler à l'échelle de l'arc alpin sur les enjeux dont nous venons de parler. L'intérêt de ce schéma, et ça n'est pas rien, c'est, comme je vous l'ai dit, qu'il permet d'adosser nos programmes à des fonds européens ou des fonds d'État, que nous souhaiterons bien sûr d'un même montant et peut-être plurifonds, non seulement des fonds FEDER, mais des fonds FSE pour travailler sur les problèmes liés aux saisonnalités et aux formations spécifiques à la montagne. La limite de ce schéma, parce qu'il y en a une, c'est qu'hormis cela, il n'a pas de statut, ce schéma, et que s'il fait fortement référence à la directive territoriale d'aménagement des Alpes du Nord, il ne présente, lui, aucun caractère opposable. Dans bien des points, ce schéma a nourri les travaux de Rhône-Alpes dans sa réflexion prospective Montagne 2040 et dans bien des points, Montagne 2040 a nourri les réflexions que les acteurs ont portées pour revisiter ce schéma. Montagne 2040, dont le président Jean-Jacques Quiran introduira le rendu le 25 juin prochain, ici même, dans le cadre de la Fête de la Montagne. Je veux souligner le rôle actif que les services de la région, tous les services, ont pris dans la revisite de ce schéma et le remercier de leur pertinence et de leur engagement, notamment et bien sûr la direction tourisme, parc et montagne qui était aux manettes. Cette délibération, c'est aussi l'occasion pour la région de marquer son attachement à la mise en œuvre par les collectivités publiques et singulièrement par l'État de moyens réglementaires disponibles pour assurer une réelle prise en compte des enjeux stratégiques qui touchent à l'aménagement et au développement des territoires alpins, aux espaces et aux ressources les plus fragiles. C'est la raison pour laquelle nous sortirons notre avis sur le schéma, avis que je souhaite évidemment positif, d'un vœu de l'exécutif. Est-ce que je le présente tout de suite? Oui, je pense. On en donnera connaissance l'esprit, mais il sera présenté au moment du vote. Hein. D'accord. L'esprit, voilà. Je voulais alors, l'esprit, c'est qu'on veut évidemment, je voulais souligner des fonds européens pour les massifs, que nous souhaitons réaffirmer notre attachement à la DTA, Directive territoriale d'aménagement, une directive qui soit opposable, des documents supraterritoriaux qui sont liés à l'aménagement et à l'urbanisme, et qu'on prenne évidemment dans ces prochains programmes européens toutes les préconisations issues de Montagne 2040. Je voudrais finir en vous disant que de l'amont à l'aval, la montagne participe à la vie des piémonts, des grandes villes qui sont à leurs pieds, et que les politiques de massif ont montré toute la pertinence des régions en matière d'aménagement et de solidarité envers ces territoires. Une revisite de la loi montagne est beaucoup demandée en ce moment. Elle pourrait s'appuyer sur cette application finalement très concrète de la décentralisation que sont ces comités de massifs. Et que Rhône-Alpes, qui a 3 massifs et une réflexion prospective Montagne 2040, est toute désignée pour alimenter tout débat et partager le travail autour d'une revisite de la loi montagne. Merci. Merci. Madame André Laurent, vous m'aviez demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, mais c'était sur le projet d'agglomération Franco-Valdo-Genevois. Alors, je suis désolée,